bienvenue dans votre émission Le Gros Plan, un espace d'échange, d'analyse et de découverte où nous mettons en lumière des secteurs clés, des parcours inspirants, des réalités qui façonnent notre société. Alors aujourd'hui, encore une fois, nous vous proposons un regard approfondi sur un domaine en pleine évolution à travers des témoignages, des analyses et des expériences de professionnels. Alors merci de nous suivre et place à votre émission. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers que chacun d'entre nous consomme au quotidien. Alors, beaucoup de personnes ignorent bien entendu ce qui se passe réellement dans les coulisses, un univers fait d'images, de techniques, de narration et surtout de vision. En Guinée, l'audiovisuel connaît aujourd'hui une évolution remarquable avec une multiplication des productions, des talents et des ambitions. Mais derrière cette dynamique se posent aussi des questions de structuration, de qualité et de professionnalisation dans le secteur. Alors, pour mieux comprendre ce sujet-là, les réalités qui l'entourent, analyser l'état actuel du secteur, identifier les défis et surtout se projeter vers l'avenir. Pour en parler, nous recevons un acteur clé du secteur, un professionnel qui évolue au cœur de la production audiovisuelle en Guinée, directeur de production audiovisuelle à SACOM. Il accompagne, structure, pilote des projets au quotidien. Alors, Monsieur Ogino Kouévé est notre invité du jour. Bienvenue, Monsieur Ogino. Veuillez prendre place. Bonjour. Bonjour Ogino. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui, bien sûr, c'est ça. Ogino Kouévé. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, comme vous le savez déjà, aujourd'hui nous nous intéressons à l'audiovisuel. Nous allons parler des pourtours, contours, rouages du secteur. Alors, avant de parler d'abord de ce secteur-là, j'aimerais qu'on parle de vous, Ogino. Au-delà de la fonction de directeur de production, comment est née cette passion pour l'audiovisuel? Disons que j'ai toujours été passionné par les images de façon générale. D'accord. Au départ, j'ai voulu faire des études de droit. Mais bon, après le bac, je me suis dit, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est son, musique, images, vidéoclips et tout ça. Du coup, il y a une nouvelle école en ce moment qui s'était installée au Bénin. C'était au Bénin. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aller vers ce secteur? Et puis, pour pouvoir développer ma passion. Et voilà, quoi. Tout a commencé comme ça. Alors, je rappelle que notre invité du jour est d'origine béninoise. Oui. Et à ce niveau, j'ai une autre question. C'est de savoir comment est-ce que la mutation s'est faite. C'est-à-dire, du droit, vous vous retrouvez aujourd'hui dans l'audiovisuel. Comment ça s'est passé? Non, il n'y a pas eu de mutation parce que je n'ai pas fait le droit en quelque sorte. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une année où je me suis inscrit en fac de droit. J'ai fait 1 an, en quelque sorte, en sciences juridiques. Mais bon, bref, j'ai vite quitté pour me retourner très vite à ma passion qui était la réalisation de façon globale. En disant que la passion était plus forte que tout. Exactement. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en droit? Non, mais pour dire la vérité, je n'avais pas eu bonne mémoire. Donc, les articles, c'était un peu trop lourd. Donc, bref, c'est pas que je fuis, mais bon, j'ai trouvé que la passion pour le son et l'image dépassait la passion pour les comment je peux dire ça, pour les articles, en quelque sorte. Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de production audiovisuelle, mais concrètement, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que l'audiovisuel? Bon. Je peux dire que l'audiovisuel, cette définition, sinon cette réponse est tout autour de nous. Comme vous l'avez dit dans votre introduction,
on consomme ce domaine tous les jours. Effectivement. Et encore, cette époque fait que c'est de plus en plus consommé. Il faut voir tout ce qu'on a aujourd'hui comme application qui n'utilise que l'image, le son, tout ce qu'on a aujourd'hui comme canal de diffusion. Du coup, l'audiovisuel, je sais que peut-être les gens diront qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte, mais c'est quelque chose qu'on consomme tous les jours. Prendre son téléphone et filmer, on est en train de faire de l'audiovisuel. Prendre son téléphone et enregistrer un son ou bien enregistrer un vocal pour envoyer à quelqu'un, même si c'est du domaine de l'appel téléphonique. Mais une fois que le canal, c'est de l'enregistrement que tu fais, que tu envoies par WhatsApp, par exemple, un cas juste comme ça, on est en train de faire en quelque sorte de l'audiovisuel. Il faut savoir que l'audiovisuel est composé des deux aspects, le son et puis l'image, en quelque sorte. Donc, pour donner une définition basique que tout le monde peut comprendre, c'est l'association du son et du visuel. L'association du son Oui. et du visuel. Oui. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, actuellement, on voit tout le monde a la possibilité de faire de l'audiovisuel. Et ça crée une certaine croissance dans le domaine. Mais après, il y a un problème qui se pose au niveau de la structuration. Comment ça se passe à ce niveau? Il faut dire que, bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien que les gens viennent vers ce secteur. Parce que ça fait quelques années, c'était encore un secteur un peu méconnu. Porteur de croissance, mais encore méconnu. Les gens se demandaient, est-ce que je me rappelle encore à l'école, on se posait la question, bon, c'est quoi exactement? Ouais, ok, le son, c'est quoi? Le montage, c'est quoi? La réalisation, c'est quoi? Aujourd'hui, je crois de plus en plus, les gens comprennent. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de canaux de transmission qui fait que, bon, les gens, ils se disent, ah, ok. Donc, pour diffuser par là, prenons l'exemple de TikTok. Pour diffuser sur TikTok, il nous faut obligatoirement filmer. Ah, ok. Ce qui veut dire que donc c'est important de filmer. Je reçois souvent des gens qui disent, ah, mais moi, je fais maintenant de contenu sur les réseaux sociaux. Je vois combien de fois c'est difficile. Donc, déjà, c'est déjà bien que tout le monde s'en rend compte. C'est bien que les gens arrivent dans ce domaine. Maintenant, le problème, est-ce que comment ça se passe, la structuration? Ben, c'est petit à petit, tant bien que mal, on essaie de se structurer. Les entreprises naissent et il y a les leviers aujourd'hui de régularisation. On a tout ce que l'État met en place pour pouvoir régulariser le secteur qui est là. Sur lesquels on doit s'appuyer pour mieux se structurer. Il y a de plus en plus des associations qui naissent, il y a des associations des techniciens, des associations des cinéastes, ainsi de suite. Donc, tout cet ensemble rentre en ligne de compte pour mieux structurer le secteur. Est-ce que je peux dire qu'on est au top de la structuration aujourd'hui? Bon, non, il y a des efforts encore à faire, mais je crois qu'on va y arriver. D'accord. Alors, à ce niveau, non seulement il y a assez de canaux de diffusion actuellement, mais également il y a l'avènement de la technologie avec les smartphones qui permettent aujourd'hui de faire de très bonnes vidéos là. Mais est-ce qu'à ce niveau, ça ne pose pas un impact négatif sur votre travail? Parce que si les gens ont plus de facilité à faire des vidéos pour eux-mêmes, est-ce que ça peut les pousser à aller vers vous alors qu'ils ont la possibilité de le faire eux-mêmes? Déjà qu'il y ait assez de plateformes de diffusion, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que nous-mêmes, ça nous met la pression. Les styles naissent de jour en jour. Et des styles naissent ailleurs et s'imposent à nous-mêmes, nous qui sommes professionnels. Aujourd'hui, si je prends un seul canal de diffusion qui est Instagram, ou si je rajoute Facebook dessus, la manière de filmer, la manière de monter, la manière de diffuser les images là-bas ne sont pas les mêmes quand tu prends une production classique. D'accord. Donc, ne serait-ce que l'aspect
C'est-à-dire l'aspect, par exemple, la télé, dans la production classique, on va te filmer en 16/9, alors que sur les réseaux sociaux, Instagram, on va te dire ouais, qu'il faut un style 9/16, donc carrément renverser le truc. Donc, il y a, ne serait-ce que sur l'aspect, ça change déjà. Sur le style aussi, ça change. Donc, il y a des fois, ça s'impose à nous qui sommes professionnels. C'est tout bénéfique pour nous parce que ça nous challenge et ça nous amène à pousser loin et aller encore plus loin. Maintenant, est-ce que c'est une difficulté est-ce que c'est une difficulté pour nous? Non, parce que d'abord, les écoles de cinéma coûtent cher et ça ne coûte pas cher pour rien. Le matériel coûte cher et ça ne coûte pas cher pour rien. Ouais. Parce que quand tu veux du pro, il va falloir aller vers les pros. Je vais prendre un exemple simple. On cuisine tous. Oui. Mais quand on veut cuisiner, on veut atteindre un certain niveau, on dit « Ah, il faut qu'on se réfère à un cuisinier professionnel. » Quand on va dans un restaurant, on ne dit pas « Libérez le resto, je vais prendre place et cuisiner. » On dit « Ah, est-ce que vous avez un bon cuisinier ?» Avant de choisir même le restaurant, on se dit « Ah, est-ce que le plat qu'ils font là-bas, est-ce que c'est succulent, est-ce que c'est bon ?» Donc, on cherche toujours le meilleur, le professionnel. Donc, c'est la même chose qui se passe chez nous, dans le secteur. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs domaines qui s'ouvrent, il y a plusieurs types de métiers qui se créent. Aujourd'hui, il y a les influenceurs, il y a des vlogueurs, il y a tout. Mais cela n'empêche que ceux-là ont déjà même besoin des professionnels pour que le rendu soit meilleur. Parce que filmer avec un téléphone, c'est bien, mais ça ne sera jamais meilleur que filmer avec une caméra professionnelle. Faire un film avec un téléphone, c'est déjà bien, mais ça ne sera jamais meilleur que faire un film avec une caméra professionnelle. Du coup, oui, aujourd'hui, il y a les films, il y a les festivals qui existent, on dit les festivals de films filmés avec téléphone et tout ça, mais on est d'accord que ça ne va pas dépasser ou bien ça ne va pas enterrer le classique, sinon le professionnel. D'accord. Alors, parlons maintenant du rôle d'un directeur de production audiovisuelle. Le travail d'un directeur de production commence déjà par l'analyse de l'idée proposée, par essayer de mettre en place la structuration. Comment faire pour que cette idée qui vient de naître puisse aboutir. D'accord. De façon pratique, de façon concrète. Donc, il va déjà réfléchir et regarder ce qui est demandé, ce qui est à faire, à quel niveau, quelles sont les techniques ou bien quels sont les techniciens ou quel est le matériel adéquat, quel est le technicien adéquat. Donc, tout cet ensemble-là, qui sont ceux-là qui peuvent faire en sorte que l'idée puisse naître de façon concrète. Lorsqu'une idée naît, supposons que c'est une émission d'enfants. On dit, OK, pour faire ça, on va faire ça où? Le lieu. Si le lieu n'existe pas, il va falloir chercher le lieu. Mais le lieu approprié, parce qu'il peut y avoir plusieurs lieux, mais après, on peut se demander, OK, est-ce que ça convient? Et ça, c'est le travail encore qui revient encore à la direction de production. Il faut savoir qu'il peut y avoir un directeur de production, mais il doit avoir une direction de production. Dans une direction de production, tu as les réalisateurs, tu as les ingénieurs de son, tu as les décoratrices, tu peux avoir même les maquilleuses, tu peux avoir même des techniciens de tout genre dedans. C'est une grosse machine en quelque sorte, en réalité. Donc, l'idée est disséquée et de sorte à ce que chaque partie se dit, bon, pour y arriver, pour cet objectif-là, on veut faire une émission d'enfants, on veut que ça soit wow, on a le budget pour, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment il faut monter tout ce qui a été produit. Donc, on fait appel au monteur qui a auparavant déjà assisté aux réunions et qui sait déjà ce qui l'attend et qui peut déjà même préparer en amont le générique ou bien préparer en amont des effets et tout ça là pour assaisonner tout ce qu'on aura à produire sur le terrain. C'est l'ensemble de tout ça qui donne ce qu'on voit à la télé ou bien sur les réseaux sociaux et tout ça.
Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux ou bien des influenceurs et tout ça, des smartphones et tout ça, un seul influenceur peut se taguer de dire « moi je fais ça, moi seul ». Oui, c'est vrai. Mais une fois qu'il faut l'amplifier à grande échelle, il n'est pas possible qu'une seule personne fasse ça. Alors, à vous entendre, on comprend qu'il y a tout un arsenal qu'on met en place pour passer à une production. Mais après, vous rencontrez des clients qui sont très compliqués et qui, par exemple, peuvent vous demander de revenir sur certaines parties, par exemple, de ce que vous avez eu à produire. Et là, est-ce que vous revenez carrément sur la production ou est-ce que vous passez par d'autres moyens pour satisfaire le client? Oui, c'est vrai, on rencontre beaucoup de clients, même pas clients, c'est-à-dire pas forcément des gens qui doivent te donner de l'argent ou bien qui doivent te rémunérer. Mais vous savez que notre boulot, tout le monde, entre griffes, peut le faire. Entre griffes, je mets ça entre griffes parce que c'est facile une fois que c'est facile de juger de la qualité de quelque chose, on peut se dire c'est facile de faire. C'est comme jouer au ballon. On est tous coachs derrière nos télés et tout ça là. Après, quand on nous met sur le terrain, on dit voilà, jouer, c'est plus difficile. Du coup, ça rend la tâche très compliquée et c'est assez contraignant. Donc, on rencontre souvent des gens qui ne comprennent pas très bien le mécanisme et qui veulent quelque chose très rapidement, alors qu'il faut du temps. Je prends ce qu'on appelle actuellement du motion design, c'est-à-dire de l'animation, simplement. Quelqu'un peut dire, j'ai un logo, je veux que ce logo soit animé. On peut l'animer de deux manières différentes. Il y a plusieurs autres manières, mais on peut l'animer en 2D ou en 3D. Il peut dire, je veux l'animer, je veux juste une animation, propose-moi juste une animation. D'accord. Alors que lui, dans sa tête, il voyait peut-être un truc en 3D. Donc, l'infographiste peut faire son motion design en 2D et lui envoyer. Il va regarder, il va dire non, c'est pas ça, c'est pas bien fait et tout. Mais il ne peut pas expliquer exactement ce qu'il appelle ce n'est pas bien fait. Qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Alors que peut-être que dans sa tête, il a en tête une animation 3D. Donc, c'est après plusieurs discussions qu'il va peut-être montrer un lien pour dire c'est ça je veux. Non, mais ça, c'est de la 3D. Donc, il va falloir, ça, dans ce cas, il faut tout recommencer à zéro. Ou bien, il faut expliquer au client qu'on n'a pas la capacité ou bien la technique de faire ça, nous, à notre niveau, donc de faire recours à une autre personne. Donc, il y a des cas comme ça qui arrivent. Qui font qu'on peut tout recommencer. Ou bien, comme on dit chez nous que tout est possible, on peut trouver les voies et moyens pour essayer de jongler, pas faire un travail d'à peu près, mais faire en sorte de corriger pour que les remarques, on puisse complètement les gommer, satisfaire en quelque sorte le client. D'accord. Alors, malgré cette évolution dans le domaine, le secteur fait face également à plusieurs défis. En Guinée, selon votre analyse, quels sont ces défis-là que les producteurs rencontrent souvent? Pas la plus grande, l'une des difficultés, c'est que tout le monde se prend pour réalisateur, tout le monde se prend pour producteur, tout le monde se prend pour tout dans notre monde actuel. Parce que c'est assez facile de lire 2-3 choses sur Google, c'est assez facile d'aller sur YouTube et puis être autodidacte et puis après revenir et titiller un peu les professionnels du domaine. Quand je parle de professionnels du domaine, je parle de ceux qui ont acquis de l'expérience. D'accord. C'est de ça que je parle réellement, je ne parle pas de ceux qui ont un diplôme en main. En quelque sorte. Du coup, comme tout le monde se prend pour réalisateur, monteur, cadre et tout ça, il faut savoir que c'est assez difficile pour nous de nous en sortir à des moments donnés. Parce qu'on se retrouve face à des réalités qu'on ne peut pas enjamber. Je m'explique. Une fois que je dis, vu l'expérience et vu le style que vous voulez pour cette vidéo, il faut obligatoirement que vous soyez habillé en bleu. Mais si à côté, prenons l'exemple d'un directeur général, mais qui autour de lui a ses conseillers et tout ça,
Mais ces conseillers ne sont pas du domaine. C'est des gens qui pratiquent. Ils pratiquent le domaine, mais ils ne sont pas du domaine, ils ne sont pas vraiment les professionnels du domaine. Mais comme ils peuvent avoir la critique facile, comme ils peuvent, comme je le dis, aller fouiller aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, demander à ChatGPT est-ce que telle chose est possible, et acceptant que ChatGPT à des moments donnés est assez hypocrite, qui te dira oui, c'est possible si tu fais ça, toi, ton expertise passe sous silence en ce moment. On dira non, on peut le faire, c'est possible, on peut le faire. Donc à ce moment-là, on est obligé de se plier. Et ça, c'est une difficulté parce que on ne parle pas juste parce qu'on a envie, on parle parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a déjà fait. Et parce qu'on a déjà fait, on se dit, quand Griffe, à un certain niveau, on peut nous laisser la place et dire, OK, oui, on vous suit sur ça. Et on a cette difficulté-là, surtout dans ce pays. Tout le monde est spécialiste de tout. Et c'est vrai, ça se remarque sur les réseaux sociaux. C'est bien d'avoir les avis sur tout, mais on n'est pas spécialiste de tout, on n'est pas professionnel sur tout. Et ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre d'ailleurs. C'est la majeure même qu'on rencontre. On se retrouve à ce que notre idée ne passe pas parce que on veut forcément que ça passe, mais parce qu'on s'appuie sur notre expérience et qu'on veut le meilleur. Il faut se dire qu'on se challenge. On se challenge entre nous, quand on est réalisateur ou bien quand on est producteur ou monteur ou cadreur, tout ça là, tous les jours on se remet en cause. Et on se remet en cause pour pouvoir aller encore plus loin dans la création. Et je crois que cette création est un peu limitée, surtout quand on rencontre des gens qui ne comprennent pas très bien le domaine, la difficulté, mais qui ont les avis assez tranchés. Et malheureusement, si c'est eux qui ont le dernier mot, qui doivent soit signer le chèque, ou exactement de nous adapter, ça devient un peu difficile. D'accord. Alors, toujours concernant le secteur, aujourd'hui, j'imagine que le but de tout un chacun, c'est de pouvoir atteindre les standards internationaux. Mais qu'est-ce qui manque à ce niveau concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a assez de difficultés à atteindre ces différents standards? De mon avis, je pense qu'il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de standard défini. Les standards, on les crée. Les standards, on les crée. On les crée parce qu'il y a la tendance. On les crée parce qu'il y a l'époque. Il y a de cela quelques années, je vais prendre l'exemple des clips vidéo. Quand tu regardes un clip vidéo américain, il fut, je crois que dans les années 2010, 11, 12 jusqu'à 15, il y avait un style de montage dedans. Il y avait des styles d'effets qu'on utilisait dedans. C'était devenu des standards parce que ça venait des États-Unis. Du coup, ça s'impose à nous. Et même les chaînes de télé se disaient, ah, si on n'a pas ça dans le clip, c'est que ce n'est pas un bon clip. Donc, on ne va pas diffuser ton clip. Ce qui veut dire que tu es obligé de t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, ce n'est pas bon. Tu ne vas pas, tu seras mis au carreau. Donc, les standards, est-ce que, ça c'est mon avis, hein, les standards se créent. Nous-mêmes, on peut se créer nos standards. Mais est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on a réellement confiance à ce qu'on connaît? La question est là-bas. Du moment où on a confiance à ce qu'on connaît, on peut créer les standards nous-mêmes. Et ça, c'est notre standard. Ça, c'est à nous. Je prends l'exemple d'une chaîne de télé qui se crée. La chaîne de télé peut dire, chez moi, je vais étalonner ma télé, ça va être les couleurs vives. Chez moi, c'est comme ça. Ce sont mes standards. Donc, quand tu envoies ton clip chez moi, ou bien tu envoies un reportage chez moi, j'accepte délibérément d'augmenter les contrastes parce que je veux que ça soit comme ça chez moi. Donc, j'ai créé mon standard à moi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que des fois, on a l'impression qu'on est en arrière? C'est parce qu'on ne s'adapte pas aux standards. Je vais envoyer une vidéo, un reportage à France 24. Je dois leur demander c'est quoi le standard et m'adapter à ça. Ça, c'est complètement différent. Si je n'ai pas la capacité, c'est autre chose. Si je n'ai pas la capacité technique de m'adapter à leur standard, ça, c'est carrément autre chose. Ça y va de la formation. Il faut que je me forme de sorte à ce que je puisse m'adapter à leur standard. Ouais. Donc, bon, ça, c'est mon avis par rapport à ça. Différents standards. Alors maintenant, parlons de l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, forcément, l'impact est positif et négatif. Donc, moi, j'aimerais savoir,
du côté de tout ce qui est production audiovisuelle, quel impact positif a l'intelligence artificielle aujourd'hui sur les productions et quel impact négatif ça peut également avoir? Positif, ça nous permet de gagner en temps. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour quelqu'un que utiliser ChatGPT ou utiliser autre Gemini, je sais pas, autre chose, autre intelligence artificielle te faire gagner beaucoup en temps. Ce n'est plus un secret. Déjà, pour ceux qui sont dans la réflexion, c'est-à-dire quoi, les scénaristes, les réalisateurs, et dans la communication, ceux qui sont dans l'écriture des scripts ou bien l'écriture des narrations et tout ça, je crois que c'est assez bénéfique pour eux. D'accord. Ça fait vite évoluer l'idée que tu as. Je veux écrire un scénario sur un homme qui se pend. J'ai l'idée, mais je n'ai pas la continuité. J'ai l'histoire, mais je n'ai pas le nœud ou bien je n'ai pas le dénouement. Donc l'IA peut m'aider, peut m'aider à vite dépasser ce niveau-là, parce qu'il peut me donner des pistes de solutions. Et cette piste de solutions, je peux en prendre et puis après le développer. Ça, c'est lorsqu'on se dit qu'on est professionnel. Oui. Maintenant, lorsqu'on fait de l'amateurisme, on donne juste l'idée, on dit à l'IA de tout écrire. L'IA écrit tout à sa manière, selon ses réalités. Oui. Et puis après, nous, on prend et on l'utilise comme on veut. D'accord. Donc, vous voyez que dans ce qui est bénéfique, il y a en même temps un peu de la négativité, parce que ça peut vite rendre paresseux. D'accord. On peut vite arrêter de réfléchir, mais de façon approfondie. Et ce qui va faire qu'à un moment donné, tout va se ressembler. D'accord. Parce que l'IA générative a besoin aussi de nous pour apprendre. Ouais. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va lui donner des sujets, à chaque fois qu'on va lui donner des sujets, à un moment donné, un moment arrivera où ça va nous donner les mêmes réponses. Bon, pas les mêmes réponses, j'exagère un peu, mais ça va être similaire, en quelque sorte. Et surtout que, pour travailler avec l'IA, il faut aussi être un peu futé. Ouais. Parce que les prompts ne s'écrivent pas juste au hasard. Si on veut quelque chose de pointu et d'approfondi, il faut prendre vraiment du temps pour expliquer carrément l'idée, aller en profondeur de l'idée, et puis pour que l'IA puisse bien comprendre les contours, comprendre l'environnement de la chose, comprendre l'aspect pour pouvoir générer quelque chose d'assez pratique, quoi. Donc, c'est ça. L'autre conséquence, c'est que si on est à l'école, on est étudiant, et qu'on utilise, on en abuse trop, c'est sûr qu'on va penser qu'on est excellent parce qu'on sera applaudi par les autres. Oui. Mais du moment où l'IA va se couper, qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas que ça va s'arrêter un jour, mais je parle du fait que du moment où on nous met dans une salle et on voit qu'on n'a pas l'IA autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Moi, perso, je me dis que heureusement que je suis d'une époque où on a appris sans l'IA. Oui. Aujourd'hui, l'IA nous permet d'aller plus vite et plus rapide, être plus rapide et plus efficace, d'approfondir certaines réflexions, de donner plus de propositions, alors qu'avant, on peut juste réfléchir dans une seule direction. Ça, c'est bien. Mais quand on éteint l'IA, on peut toujours produire, on peut toujours réfléchir et tout ça. Et ça, c'est un problème qui va arriver dans quelques années parce que ceux qui sont derrière nous sont trop focus sur l'IA. L'autre problème, pour ne pas trop durer dessus, c'est que de plus en plus, on se retrouve à refaire certaines choses, à avoir des retours, appuyé uniquement par l'IA. Je prends un exemple. Je fais un visuel, j'envoie à un client. Le goût, on est d'accord que le goût ne se discute pas, et tout ça. Forcément que l'IA va aller dans des détails. Oui. Va aller forcément dans les détails et dire non, peut-être que. Surtout que c'est une œuvre. Oui. C'est une œuvre. Oui.
Et ça, elle ne sera jamais parfaite. Ouais. Et chaque fois qu'une autre personne verra, la personne dira « Ah non, si tu rajoutais telle chose dessus ». Ce qui veut dire que si on ne s'arrête pas à un moment donné, ça ne va pas s'arrêter, ça va être infini. Donc on se retrouve des fois à faire des corrections comme ça, des corrections générées par l'IA. Et quand on voit, on comprend que non, ça c'est passé dans ChatGPT ou bien ça a été donné par, il y a un pan forcément qui vient de l'IA et tout ça. Donc ça nous augmente encore le boulot. Alors, quel conseil donneriez-vous à cette jeune génération-là qui est très exposée aux réseaux sociaux, mais aussi à l'intelligence artificielle? Il faut juste l'utiliser à bon escient. Les réseaux sociaux, on n'y peut rien. L'IA, on n'y peut rien. Si on ne s'y adapte pas, ça va s'imposer à nous, ça va nous dépasser. Donc, on est obligé de faire avec. Ce qui veut dire que par ricochet, on est obligé de l'apprendre. C'est une obligation. Quiconque vous dira « Non, moi, je peux tout faire. Non, moi, sans l'IA. Non, l'IA ou bien quoi et tout ça. » Non, la personne n'a pas encore compris ce que c'est que l'IA ou ce que c'est que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont entre griffes en train de remplacer les médias traditionnels. Je dis sont en train. Je ne dis pas vont remplacer complètement. Il faut voir même que les médias traditionnels, c'est pour dire la force des réseaux sociaux, hein. Les médias traditionnels sont obligés de créer un pan pour exister sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on regarde la télé ou on se parle même en étant sur notre téléphone. Et quand on est sur notre téléphone, on n'écrit pas des SMS, on est sur les réseaux sociaux. À 80%, on est sur les réseaux sociaux. On voit ce qui se passe ailleurs et tout ça. Donc, on peut apprendre beaucoup. Mais c'est pourquoi, au tout début, j'ai dit qu'il faut juste l'utiliser à bon escient. Sinon, ça va être... vaut mieux passer son temps à apprendre à utiliser l'IA, à chercher à pousser l'IA dans ses retranchements, à lui poser plusieurs questions, à voir jusqu'où elle peut aller, mais dans son domaine. Il ne faut pas aller, quand on est, supposons je suis monteur, je ne vais pas aller lui poser des questions existentielles. Je vais lui poser des questions sur le montage, sur dans notre domaine et tout ça. Donc je crois que la jeunesse, ceux qui sont encore derrière, un peu derrière nous, doivent se dire que c'est carrément une chance. C'est vraiment une chance. Bon, je me contredis quand je dis que nous, on a eu la chance d'apprendre sans l'IA. Mais eux, ils ont plus de chance que nous parce qu'on n'a pas fermé les écoles. On n'a pas dit allez apprendre sur l'IA, maintenant que l'IA existe, vous pouvez tout apprendre. Mais ils peuvent plus rapidement compléter leurs connaissances. Donc, c'est bénéfique pour eux. La même chose pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils peuvent s'abonner à plus de pages qui donnent des infos ou bien qui dirigent les connaissances et tout ça. Il y a des gens qui font des tutos sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, moi, je découvre des tutos faits par des Africains d'ailleurs. Et sur Facebook, à chaque fois, sur les tutos sur Photoshop qui sont carrément top, quoi. Donc, si c'est utilisé à bon escient, ça peut faire évoluer et ça doit pouvoir être utilisé à bon escient. Ça doit être une obligation. D'accord. Alors, avant de refermer l'émission, j'aimerais te poser une dernière question. Oui. Alors, la dernière question ici, c'est quoi? À quoi ressemble la routine de Ogino à Sacom? Ah. Bon, il faut dire que Sacom, c'est une entreprise déjà 360, une entreprise de communication 360. On est dans tous les secteurs de la communication. Dans tous les secteurs de la communication, je parle de conseils, je parle des relations publiques, je parle de digital, je parle d'événementiel, je parle de la production. La production est en quelque sorte un carrefour de tout cet ensemble-là. Donc, il faut dire que la routine, c'est qu'on est un peu partout, on est un peu submergé par moment, mais c'est assez bien. C'est des analyses d'idées sur telle communication à mener, sur telle vidéo à filmer, ou sur tel événement à produit de la régie. On fait de la régie événementielle aussi. Donc, ou bien on fait des shootings photos professionnels aussi. Donc,
En fait, la routine, c'est que tous les jours, c'est assez chargé. C'est cher. Oui, oui. Donc, bien avant de clôturer cette émission-là, on va te laisser nous dire ton mot de la fin. Pour conclure, je dirais, ça va être un conseil pour ceux qui sont, je ne vais pas dire la jeunesse, c'est comme si je suis vieux. Je dis souvent ceux qui sont encore derrière nous, ceux qui sont en train de rentrer dans le métier, ceux qui apprennent encore le métier, ceux qui accumulent encore petit à petit de l'expérience. C'est de leur dire de redoubler d'efforts dans la formation, surtout dans la formation. On a tendance aujourd'hui à se dire que c'est le matériel qui fait tout. On a tendance à se dire, une fois que j'ai tout ce qui me manque actuellement, c'est une RED, tout ce qui me manque actuellement, c'est une caméra Arri pour pouvoir faire un bon film. Mais je trouve que si on pense qu'on s'en est un peu à côté de la plaque, pour parler comme ça, je pense que la jeunesse doit se dire qu'on peut faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup plus, on peut aller plus en profondeur de notre capacité, mais en réfléchissant. Mais on peut mieux réfléchir lorsqu'on se forme aussi mieux, lorsqu'on analyse mieux les choses, les circonstances. Je prends un exemple, et sur ce que je veux dire, il y a des années en arrière, on peut faire un travelling sans mettre un dolly ou sans mettre les rails. Aujourd'hui, on va demander à un jeune de 23 ans, 23, 24 ans, est-ce que tu peux faire un travail qui est dans la production? Il va dire non, il me faut obligatoirement un Steadicam ou bien il me faut obligatoirement les rails. Donc si je n'ai pas ça, je ne mets pas ça dans mon film ou bien je ne mets pas ça dans mon plan de tournage. Alors que c'est possible. C'est possible. En fait, je me dis qu'on doit apprendre, sinon qu'ils doivent apprendre à faire avec ce qu'ils ont. D'accord. Assimiler ça et après maintenant, le matériel viendra. Parce que le matériel audiovisuel coûte tellement cher. Aujourd'hui, c'est un peu démocratisé, mais le pro, ça coûte tellement cher que l'acheter et sur le marché, l'écosystème actuel ne permet pas de l'amortir automatiquement. Et du matériel, ça sort à tout moment. De nouveau, ça sort à tout moment. J'achète une RED aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, en tout cas en Guinée, je n'aurai pas le temps de l'amortir avant qu'une autre RED ne sorte. C'est comme les iPhones. Ça sort aujourd'hui, l'année prochaine, autre sort. J'achète un Gironais, le tout dernier aujourd'hui. C'est sûr qu'en septembre de l'année prochaine, ou bien, je ne sais pas, en octobre, ou bien en tout cas l'année prochaine, ils vont dire qu'ils ont sorti encore soit le mini ou soit ça, juste parce qu'ils ont eu envie de rajouter une option dedans. Donc, si on fait la course au matériel, on va oublier l'essentiel, qui est la formation, qui est vraiment la connaissance intrinsèque. Qu'on doit développer. Est-ce qu'on développe cette connaissance-là réellement? Au fait, quand on n'a rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je veux, c'est pour mon dernier mot, réellement, inviter la jeune génération, ceux qui sont encore à l'école, ceux qui sortent d'école et tout ça là, de se dire, vous pouvez vous mettre ensemble. Vous pouvez vous mettre ensemble et dire, avec un téléphone, on peut faire un film. On est dans l'apprentissage. Aujourd'hui, je vois sur Facebook, il y a des enfants, je ne sais pas si c'est des enfants, mais c'est des enfants qu'on voit dedans. Je ne sais pas ceux qui sont l'équipe qui produit réellement, qui font des remakes, des films, mais ils filment avec des moyens rudimentaires, pour dire ça, quoi. Tu sens que, bon, ils n'ont pas une grosse caméra et tout ça, mais ils te font les plans. Ils te recopient les plans, ils te refont les plans et tu te dis, mais waouh, ça c'est très bien fait ça. Est-ce que nous, on a la possibilité aujourd'hui en Guinée de le faire? Est-ce qu'on ne va pas réfléchir, aller dans ce sens-là aussi? Au lieu de se dire, non, il faut du matériel, il faut acheter du matériel, il faut acheter du matériel. Je pense que la jeunesse actuellement est trop axée, est trop focus sur l'achat du matériel que sur la formation et la possibilité de transformer le peu qu'on a à notre disposition à quelque chose de grand, en attendant que le gros matos n'arrive, quoi. Et ça, c'est un frein pour nous, parce que ça nous empêche de produire. Si je prends le domaine du cinéma, ça nous empêche de produire. Avec un petit budget, si on sait faire les choses, on peut produire. Ça nous empêche de faire beaucoup de choses, quand même. D'accord. En tout cas, merci pour tes conseils.
Et merci également à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Gros Plan.